Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Débattons, votre rendez-vous du jeudi en collaboration avec Révolte-toi Lille. Je suis avec Louis de la Frégonnière, coprésident de Révolte-toi Lille et co-animateur de l'émission. Bonjour Louis. Bonjour. Alors la dernière fois, tu nous avais parlé des championnats de France de débat organisés par la FFD qui auront lieu à Paris en février. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de vos séances d'entraînement le jeudi, comment ça se passe, qui peut venir et puis... je pense que c'est votre rendez-vous le plus régulier et ce qui fait vivre un peu votre association aussi à côté des débats. Donc oui, c'est l'événement central de notre association. Tous les jeudis 15h à 17h, nous organisons des entraînements, des ateliers d'oratoire, d'éloquence auprès de tous les étudiants de l'Université de Lille. Que vous soyez membre de la faculté ou bien venant de l'IUT ou de Lille 1, Lille 2, Lille 3, D'accord. Tout le monde est le bienvenu. Et justement, on essaye de s'émanciper un peu de cette a priori qu'on a d'avoir que des étudiants de sciences politiques ou de droit et d'ouvrir nos portes, surtout avec le fusion des universités, à tous les élèves, quelle que soit leur filière d'études. Super. Et je rappelle aussi que nous allons, comme je l'ai précisé la semaine dernière, participer à la Coupe de France de débat organisée par la Fédération francophone de débat. Elle aura lieu pour ce qui est de notre groupe le samedi 16 février. Et du coup, on vous incite à venir nombreuses et nombreux pour cette première série de débats qui, nous l'espérons, amèneront à une qualification en quart de finale. Merci beaucoup. Alors, place au débat. Faut-il légaliser le cannabis en France ? C'est le sujet sur lequel nous allons débattre aujourd'hui. Alors Louis, est-ce que tu peux nous présenter les orateurs du jour ? Pour le débat d'aujourd'hui, nous aurons Niamtur. Niamtur, bonjour. Bonjour à toi. Qui est étudiant en deuxième année de droit à la faculté de droit de l'Université de Lille. Et nous avons Salim. Salim, bonjour. Bonjour. Qui est lui aussi étudiant en deuxième année de droit dans cette même faculté. Niamtur, deuxième participation à Débattons. On rappelle que tu étais sur le pilote. Un très grand palmarès. J'en étais très fort honoré, oui. Et on attend beaucoup de toi aujourd'hui. Un plaisir. Alors d'ailleurs, c'est toi qui vas présenter le sujet en définissant un petit peu les termes et nous rappelant un petit peu la législation justement actuelle sur le cannabis en France et un peu ce qu'il y a autour. Tout à fait. Donc tout d'abord, définissons ce qu'est le cannabis. Donc le cannabis, le produit qui est très consommé aujourd'hui en France, c'est le point que moi je vais défendre. Donc le cannabis est une drogue considérée comme un stupéfiant en France, est tiré du chanvre, donc il y a différentes matières disponibles et est consommable sous différentes formes de matières possibles. Donc que ce soit en termes d'herbe, donc de marijuana, de bœuf, de ganja, de shit, ou de résine, donc le hashish, le hash, etc. Ou même d'huile, utilisable par tout ce qui est la pâtisserie. Et aujourd'hui, on commence même à faire du parfum avec. Par rapport à la législation française, effectivement, aujourd'hui, c'est totalement interdit. Donc l'article 342.1-1 qui dispose de l'usage illicite de cette substance, la personne prise peut encourir une peine de prison d'1 an ainsi qu'une amende de 3 750 €. D'accord. Donc Salim, à toi de délimiter le sujet du jour. Alors quand on parle de légalisation du cannabis, la légalisation ça sous-entend l'anéantissement complet des sanctions liées à l'usage du cannabis. La légalisation c'est l'abrogation des lois qui déterminent les sanctions qu'on prête à cet usage. Et c'est à ne pas confondre avec par exemple la dépénalisation, pour en parler aussi, c'est faire passer le point de vue pénal de l'usage du cannabis à un point de vue civil, c'est-à-dire simplement avec une contravention, une amende. Et oublier totalement les peines de prison qui sont induites après l'usage du cannabis. L'usage du cannabis, s'il est légalisé, sera bien évidemment réservé aux majeurs. C'est comme avec l'alcool ou la cigarette, par exemple. Ok, merci beaucoup. Donc alors Niamtur, toi tu défendras le pour la légalisation du cannabis, et toi Salim, tu défendras le contre. RPZ-Roubaix. Alors, du coup, avant de commencer, est-ce que vous avez déjà consommé du cannabis dans votre vie ? Je laisse Niamtur répondre en premier. Niamtur ? Comme la large majorité des personnes, oui. Ok. Eh bien moi non. D'accord. Et jamais. Niamtur, est-ce que tu en consommes régulièrement ? Alors si on doit définir régulièrement, c'est-à-dire tous les jours, donc quotidiennement, non. Ouais. Mais lors d'événements occasionnels, oui. Ok, ça marche. Mais c'est bien, ça nous permet de voir un petit peu aussi ta position sur ce sujet. Je te laisse donner le premier argument et puis place au débat. Donc pour commencer le débat, moi je voulais simplement avertir que la France aujourd'hui, comme on l'a défini tout à l'heure sur les sanctions pénales, était assez stricte là-dessus. Donc vous savez tous qu'il y a des pays voisins, très très proches de nous, où c'est quand même un peu plus sympathique, notamment en Belgique, où par exemple là-bas c'est dépénalisé.
En France, donc d'après les sources de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, donc l'OEDT, la France, c'est un des pays où justement on observe le plus de personnes addictes, le plus de personnes qui en consomment régulièrement. C'est de l'ordre de plus de 30%, tandis que dans des pays où justement c'est dépénalisé et dans des pays où justement c'est légalisé, il y en a le moins. Je peux citer notamment la Belgique, Amsterdam, donc tout ce qui est Pays-Bas, ainsi que le Portugal. Est-ce que ça induit que la légalisation ou la dépénalisation réduirait le nombre de consommateurs de cannabis selon toi ? Alors, il y a eu des études là-dessus, donc les tests ont été faits notamment en Uruguay. Il y a eu aussi des études notamment récemment, donc aux États-Unis, donc depuis 2016, parce que dans différents États, il y a eu des légalisations qui ont été mises en place. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'effectivement, le pourcentage de personnes qui consomment régulièrement du cannabis a diminué depuis la légalisation. Et ça, c'est vérifiable parce qu'il y a eu beaucoup d'études là-dessus. C'est pas moi qui le dis. Le souci en fait de la légalisation, oui, c'est que même si ça réduit le nombre de consommateurs et même si même si la dépénalisation aussi réduit le nombre de consommateurs, il n'en reste que les consommateurs habituels pourront se fournir plus facilement, pourront consommer encore plus et les premiers consommateurs, en fait, comme ce sera légal, seront beaucoup plus exposés à la dépendance que crée le cannabis. Et même si le nombre de consommateurs diminue, en fait, ces consommateurs deviendront réguliers et risquent de créer une sorte de consommation régulière et inarrêtable, en fait. Il y a eu l'étude justement de Terra Nova qui a essayé de faire une sorte d'étude de marché justement pour savoir quel était l'état de la France vis-à-vis des stupéfiants et notamment du cannabis. Alors ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a à peu près plus de 90 000 personnes qui sont impliquées dans le marché. Donc il y a différentes hiérarchies là-dedans. Donc 90 000 personnes, vous en conviendrez, c'est quand même un nombre conséquent. Et de plus, ce qu'on se rend compte, c'est que le marché parallèle, donc le marché noir, est très facilement accessible. Alors qu'à côté de ça, on voit quand même qu'il y a une augmentation des contrôles, on voit qu'il y a une augmentation justement des policiers qui interpellent les personnes qui en possèdent. Et en fait, ça ne limite rien. Donc à quoi ça sert de continuer à restreindre et surtout à pénaliser cela aussi violemment ? Est-ce que justement ce ne serait pas mieux de supprimer ce marché parallèle en laissant l'État réguler cela de la même manière que par exemple la FDJ aujourd'hui contrôle les jeux, où on sait très bien que par exemple les personnes qui sont joueurs de loto, les joueurs de jeux comme ça, ils peuvent être addicts de la même manière qu'ils peuvent être addicts au cannabis. Le contrôle du marché noir, en fait, aujourd'hui est inefficace, on est d'accord là-dessus. Mais en fait, c'est pas parce qu'on n'arrive pas à le réguler qu'il faut totalement abandonner et le supprimer en légalisant le cannabis. Il faudrait, plutôt que de s'attaquer directement aux dealers et aux grossistes, etc., éduquer le consommateur simplement à faire de la pédagogie, notamment au niveau des jeunes qui sont les premiers consommateurs de cannabis en France. Il faudrait intervenir en amont chez les jeunes qui sont au collège, par exemple, dans les cités, dans les ZEP et tout, parce que c'est là aussi que ça consomme le plus. Déjà pour les dissuader de consommer le cannabis et pour les dissuader de participer plus tard à ce commerce, en fait, ce commerce illégal, ce marché noir. C'est pas en fait parce qu'une politique répressionniste ne fonctionne pas dans les faits qu'il ne faut pas trouver d'autres arguments pour atteindre les mêmes objectifs, mais sans passer par la légalisation. Le cannabis, certes, beaucoup de personnes en consomment, certes, il est très facile d'en trouver, mais néanmoins, il faut rappeler, et c'est très important de le dire, que le cannabis reste dangereux. L'interdiction du cannabis, c'est une mesure de santé publique à la base, parce que le cannabis entraîne une très forte dépendance. Il est souvent couplé au tabac. Le tabac, on sait tous le tabac, c'est mauvais pour la santé, quoi. Le cannabis a un impact très négatif sur les cerveaux en formation, notamment les adolescents. Et c'est eux les principaux touchés par ce fléau. En fait, on sait que les dealers vont directement devant les collèges et lycées pour essayer de rabattre leurs clients. L'afflux du cannabis sur un cerveau en pleine formation entraîne des troubles mentaux. Il y a eu des études sur ça. Ça entraîne sur les cerveaux en formation qui restent fragiles des troubles mentaux, des troubles par exemple, on a vu apparaître des schizophrénies, des troubles psychiques en fait.
Tout à fait. Le cannabis, même si on peut rappeler qu'il y a différents types de feuilles de cannabis et de résines de cannabis, etc., mais la plupart d'entre elles entraînent une perte de mémoire et de concentration. Si on légalise le cannabis, est-ce que ça entraîne le fait que, par exemple, des ambulanciers, des infirmiers pourraient consommer du cannabis, des métiers à risque, en fait, la police et les pompiers? Surtout que le cannabis, en fait, dans le corps, met 1 minute à arriver au cerveau, mais 2 à 3 semaines à être éliminé. C'est-à-dire que si tu consommes du cannabis, dans les premiers moments, tu vas être totalement incapable de conduire, etc. Enfin, même si tu recouvres la plupart de tes capacités cognitives dans les heures qui suivent la consommation, le cannabis reste présent dans ton corps, le THC reste dans ton corps pendant au moins 2 à 3 semaines. Et rappelons tout de même que dans les autres pays où le cannabis est légalisé ou au moins dépénalisé, c'est interdit de consommer du cannabis et conduire derrière, ou d'aller au travail après avoir consommé du cannabis, ou à mon avis au niveau des professions à risque c'est même totalement interdit, et il y a même des tests à l'entrée ou des tests réguliers pour vérifier ça. Donc je pense qu'à ce niveau-là il y a quand même une législation qui est assez forte. Oui, évidemment, mais ça entraîne une logistique plus puissante, une vigilance à prendre sur la police et les pompiers, quoi. Ça c'est sûr, mais après je pense qu'au niveau de la sensibilisation c'est intéressant parce que je pense qu'elle est là justement pour montrer que c'est grave, surtout comme tu l'as dit, dans le jeune âge. C'est une autre manière d'agir, je pense. Après, les pouvoirs publics ont la possibilité d'agir comme pour les tests d'alcoolémie. On a juste à adapter ce système, je pense, aux drogues. Et ça causerait moins de problèmes. J'ai une question, vous ne pensez pas aussi que légaliser le cannabis, ça serait aussi une façon pour les dealers de se diversifier et de quitter ce marché-là pour des drogues de plus en plus dures, et ainsi une escalade vers des drogues de plus en plus dures? Aujourd'hui, ce qu'on remarque sur le marché, justement, parce qu'il y a eu l'étude de Terra Nova, c'est que le stupéfiant qui est le plus lucratif pour les dealers, ce n'est pas le cannabis. Le cannabis, en termes d'investissement, ça représente à peu près 30 à 40%. Donc imaginons que tu investis 1 euro là-dedans, tu as un retour dessus de 30 centimes. La cocaïne, par exemple, c'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus lucratif et justement qui est en hausse là-dessus. C'est de l'ordre de 60 à 70%. C'est-à-dire qu'en investissant 1 euro, tu récupères 60-70 centimes. Donc c'est énorme. C'est le double du cannabis. À côté de ça, il y a plein d'autres substances qui sont en train d'exploser, effectivement. L'exemple, malheureusement, aux États-Unis est donné, donc avec les phénomènes de rap, etc. Les opiacés, ça. Exactement. Et donc en commençant à faire des mélanges, etc., avec des médicaments déjà existants qui ne sont pas pour but à la base justement de servir de stupéfiants, malheureusement ça existe. Par contre, moi ce que je voulais rebondir là-dessus, c'est le THC. Justement, quand on parle de THC par rapport au cannabis, il faut comprendre que le cannabis ce n'est pas que du THC. Il y a aussi une autre substance qui est aussi très utile, et c'est là justement que la plupart des associations qui sont pour le cannabis, en tout cas sa législation d'un point de vue au moins thérapeutique, luttent, c'est le CBD. Le CBD, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait la substance qui est antidouleur et qui est utilisée en fait depuis plus de 4500 ans, parce que c'était utilisé chez les Amérindiens, chez les Indiens, chez les Chinois et la plupart des civilisations. Même en Europe, c'était utilisé. Et c'était utilisé pourquoi ? Pour des utilisations thérapeutiques. Et même aujourd'hui, il y a certains médicaments, certains traitements qui sont inefficaces contre certaines maladies, malheureusement, notamment les troubles de Parkinson, la sclérose en plaques. Donc du coup, tu as des gens qui se retrouvent en fait totalement lâchés par l'État, vu que leur seule solution, c'est une solution qui est illégale. Et du coup, il y a le choix de, est-ce que j'essaie de me guérir, ou en tout cas de survivre, et dans ce cas, je suis du côté illégal, ou est-ce que j'essaye juste de mourir le plus vite possible. Et là, c'est triste, des gens doivent faire ce choix. Je vais d'abord répondre à la question de Louis sur le commerce illégal et la déportation des dealers sur des drogues plus dures. En effet, je pense que les dealers de cannabis ne dealent pas du cannabis pour dealer du cannabis, parce qu'ils aiment le cannabis et qu'ils veulent que le cannabis se répande. Ils font ça purement et simplement pour gagner de l'argent. Donc si on anéantit en fait leur commerce illégal, ils vont forcément se déporter sur d'autres pratiques illégales pour gagner de l'argent. Que ce soit du commerce d'autres drogues, des braquages, des vols, on va voir une hausse de la criminalité presque certaine. Au moins la même proportion de personnes qui travaillent actuellement dans le commerce illégal de cannabis vont se déporter sur d'autres trafics en fait. Pour ce qui est du CBD, effectivement, il s'agit d'un antidouleur, comme tu l'as dit. Le truc avec le CBD, c'est qu'en fait, on peut l'extraire du cannabis. Il reste interdit, même extrait. Mais en fait, on pourrait l'extraire du cannabis, en faire des médicaments à base de CBD. Et le problème, c'est qu'actuellement, en France, c'est interdit. Après, légaliser le CBD,
c'est pas forcément légaliser le cannabis. Je suis pour personnellement une légalisation du CBD. Si on arrive à légaliser ça et à créer des médicaments avec, se soigner au CBD, ça ne vaudra pas forcément dire fumer des joints pour ne plus avoir mal, quoi. C'est ce que j'allais te dire. Je pense que ça dépasse un peu le débat et je pense qu'on entre dans un autre sujet où vraiment, à savoir si on passe à une légalisation médicale en fait. Et par contre, là où c'est nuisible et nocif, D'accord. c'est le THC. Et le problème avec le THC, c'est qu'aujourd'hui, on voit sur le marché que les produits qui sont en vente, les produits qui sont en circulation, ce sont des produits avec des taux de concentration de THC qui sont de plus en plus élevés. C'est des produits qui sont mal faits et c'est des produits où il y a des mélanges. Et donc avec la combustion, parce que tout à l'heure tu parlais de fumer du shit, mais le problème c'est qu'avec le cannabis, il n'y a pas que le shit. Par exemple, les Space Cake, qui sont un produit phare de nos amis du Pays-Bas, il n'y a pas ce problème de combustion. Donc il n'y a pas le tabac. Et en plus, il y a la possibilité de faire par exemple de l'huile, etc., qui ont les mêmes effets avec les défauts en moins. Je suis d'accord avec toi dans le sens où les consommateurs d'ailleurs de cannabis cherchent des variantes avec la plus grosse intensité en THC, notamment je pense à la variété Amnesia, si je me souviens bien. Et en fait, le commerce de ces variétés de cannabis de plus en plus intenses en THC nuit aux consommateurs en fait. Alors après, dans les space cakes, éviter la combustion, etc., on peut le faire sans utiliser de cannabis, notamment dans les cigarettes électroniques. J'ai vu récemment qu'en fait, on a inventé des liquides à cigarettes électroniques qui imitent le goût du cannabis. Oui, il y en a un petit peu du cannabis. Un petit peu. Ah, je suis pas au courant. Peut-être que les limites sont respectées parce que c'est légal en tout cas. Mais on peut imiter en fait la saveur du cannabis si c'est ça qui intéresse les consommateurs et en faire des arômes naturels, par exemple, sans pourtant qu'il y ait de substances psychoactives. Je sais plus exactement c'est quoi le terme. C'est ça. Ouais, ok. Donc tu n'es pas sans connaître qu'au Canada, il y a à peu près 2 mois, il y a eu la légalisation du cannabis. Oui. Et ce qui est formidable là-bas, c'est que de la même manière qu'en Suède, il y a eu cette légalisation de l'alcool, parce que pendant un moment, c'était réprimé, justement à cause des problèmes d'alcoolémie, où on s'est rendu compte que c'était une vraie maladie et que ça causait des vraies morts, sachant qu'aujourd'hui, il y a plus de morts à cause de l'alcool que du cannabis. On se rend compte qu'au Canada, avec la présence et le contrôle surtout de l'État, les personnes ont des produits de bonne qualité et avec les dosages que eux, ils savent ce qu'il y a dedans. Donc ce qui se passe, c'est que du coup, ils peuvent acheter des produits avec des concentrations de CBD, de THC, etc., où ils savent ce qu'il y a dedans, vu que c'est mesuré, c'est contrôlé, avec des prix qui sont le même que le marché, voire inférieurs. Donc c'est gagnant-gagnant. L'État ne pousse pas les consommateurs à en acheter, ça c'est quelque chose qui est important. Simplement, il faut en sorte que, au lieu que le consommateur soit obligé d'enfreindre la loi, et au lieu que le consommateur, parce que c'est un fait, le consommateur, il le fait quasiment tous les jours s'il en a envie. Au lieu qu'il soit dépourvu contre un dealer privé parce qu'il ne va pas aller porter plainte ensuite pour dire il m'a mis ça aussi, parce qu'il ne peut rien faire. Là, c'est l'État qui met à disposition des choses qui sont contrôlées, et donc c'est plus sûr, et surtout, au moins, il sait ce qu'il achète, et il y a cette garantie derrière pour lui et sa santé. Ouais. Et c'était, je pense, un des arguments majeurs en fait, des candidats présidentiels qui voulaient la légalisation ou au moins la dépénalisation. Ouais. Merci. Mais je pense que ceux qui veulent atteindre ça aujourd'hui sont obligés en fait, de produire leur propre cannabis finalement. Parce que là, en Creuse, il y a eu ça justement. Des agriculteurs de la Creuse en France, donc en France même, qui ont demandé, donc il y avait un maire du PS qui a demandé un arrêté ministériel exprès pour la Creuse pour que des agriculteurs puissent produire du cannabis localement. L'option même d'une organisation qui est en dehors de la France n'est pas excluante non plus. Mais pour en faire quoi de ce cannabis produit en Creuse ? Pour le vendre en France justement, pour les personnes qui en ont besoin, donc d'un point de vue du traitement médical encore. Est-ce que vous savez un petit peu où est produit le cannabis actuellement L'extrême majorité du cannabis européen est produit au Maroc, et notamment dans le nord du Maroc, dans la province qu'on appelle le Rif. Ce sont des régions montagneuses que je connais bien parce que j'en suis originaire. Là-bas, en fait, le cannabis est majoritairement produit par des petits agriculteurs qui utilisent ça pour compléter leurs revenus, mais principalement au Maroc, oui. Ok, merci. Je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire, le fait que la légalisation du cannabis entraînerait un contrôle amélioré des substances qui présentent dans le cannabis. Certes, mais comme tu l'as dit aussi, comme tu l'as évoqué, ça entraînerait effectivement une baisse des prix. Et on sait que la baisse des prix entraîne une augmentation de la consommation.
Parce que plus le prix est attractif, plus les gens vont se diriger vers ces produits. Consommer du cannabis, ça coûte cher. Il y a certaines personnes qui voudraient le faire qui ne peuvent pas se le permettre. Et tant mieux. Si demain elles pourraient se le permettre, effectivement, elles le feraient. Effectivement, le nombre de consommateurs augmenterait et ce serait directement de la faute de l'État parce que c'est lui en fait, qui entraînerait cette baisse des prix. Il y a eu du coup en 2013 les études là-dessus par rapport à une proposition du Sénat justement où il y a eu une commission qui est allée étudier le sujet de est-ce que oui ou non ils font légaliser le cannabis. Bon, malheureusement ça n'a pas porté. Est-ce que le fait de légaliser le cannabis ça va pousser les gens à en consommer? Ça, c'est quelque chose qu'on peut déjà observer, comme je l'ai dit tout au début, que ce soit avec l'Uruguay, que ce soit avec les États-Unis, que ce soit avec le Pays-Bas ou d'autres pays. Le fait que le prix ait diminué, ça ne les a pas poussés. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'argent qui a été retiré là-dedans, et d'ailleurs si on parle d'argent, parlons-en bien, on sait qu'il y a plus de 500 millions, voire 1,2 milliard qui peuvent être tirés bénéfices donc de cette vente de cannabis pour l'État, qui peuvent être réutilisés justement pour la prévention. De la même manière que, par exemple, l'État se sert de l'argent du tabac ou de l'alcool pour faire de la prévention dessus. Alors qu'aujourd'hui, on sait très bien que la prévention sur le cannabis n'est pas aussi importante que la prévention sur d'autres phénomènes comme justement le tabagisme ou l'alcoolémie. Le problème là-dessus, et on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que l'argent qui sera tiré du cannabis va devoir être réutilisé dans la prévention du cannabis, mais aussi dans la lutte contre le trafic des drogues qui se fera quand on aura légalisé le cannabis. Le trafic des autres drogues plus dures donc, va s'intensifier et la lutte contre ces trafics va devoir aussi s'intensifier avec l'argent récupéré en légalisant le cannabis. Donc finalement, on déporte juste le problème d'un autre côté, on cache la poussière sous le tapis. On va récupérer de l'argent qu'on va devoir dépenser ailleurs dans une problématique qu'on n'a pas aujourd'hui. Économiquement, en Californie, on a vu qu'il y a plus de 8000 emplois qui ont été créés. 8000 emplois, c'est pas rien. 1,3 milliard ont été générés. Et ça, c'est les chiffres de 2016. On n'a pas encore ce 2017. Et on sait que ce sera en hausse. Donc si on voit que ça crée de l'emploi, si on voit que ça crée justement des revenus, et si on voit qu'à côté, ça diminue les gens qui en consomment, est-ce que ce serait pas bien ? La création d'emplois, si on légalise le cannabis, elle est certaine. C'est vrai, ça créera de l'emploi parce que ça créera un marché. Néanmoins, ça retirera donc le trafic à ceux qui l'organisent. Ces personnes-là vont pas se détourner vers les emplois stables que crée le cannabis. Après, tu l'as dit toi-même, ces gens-là qui travaillent déjà dans le marché du cannabis, ou en tout cas la vente, etc., ils font ça pour l'argent. Si aujourd'hui l'État crée un métier tourné autour du cannabis, justement ces personnes-là qui travaillent déjà dans ce marché noir, donc parallèle, peuvent intégrer ce métier, entre parenthèses blanchi, ce serait pas aussi une bonne chose ? Parce que ça existe déjà, les contrats justement, que ce soit d'apprentissage ou les contrats de réinsertion professionnelle, où des gens qui n'ont aucun métier, aucun savoir-faire peuvent ensuite travailler dans ce genre de domaine. Je crois pas qu'en fait l'État ira chercher les dealers chez eux pour leur proposer un emploi. Soyons réalistes, il va pas faire un appel d'offres en fait qui s'y connaît bien en trafic de cannabis vient travailler chez nous. Ça va pas marcher comme ça. La création d'emplois stables, d'accord, mais c'est quand même au détriment du reste de la population en fait. Est-ce qu'on mettrait la santé publique en jeu pour se faire un peu d'argent, créer de l'emploi, baisser la courbe du chômage? C'est vicieux en fait comme système. Ces effets indésirables justement que vous citez, c'est des effets justement quand il y a ce produit qui est mal fait et ce produit qui est justement vendu dans des mauvaises conditions. Après, la plupart des consommateurs de cannabis, c'est là où d'ailleurs on voit une différence avec l'alcool et le tabac, c'est que l'alcool on peut en boire en soirée pour s'amuser sans être sous. Le tabac on peut fumer une cigarette juste pour se détendre. Le cannabis quand on le fume c'est pour planer. C'est pour être dans cet état en fait d'euphorie que procure le cannabis. Ça c'est le THC. Oui, bien sûr, mais le cannabis et le THC sont liés, le THC est dans le cannabis. Très honnêtement, si on légalise le cannabis et qu'on propose aux consommateurs des espèces de cannabis qui contiennent presque pas de THC, ils vont vous dire non mais c'est pas le cannabis que vous avez légalisé, c'est une espèce de cannabis sans THC, moi je veux pas ça, moi je veux mon cannabis qui me fait planer. Et ils vont donc se tourner vers le trafic qui restera, le consommateur va rester chez son dealer traditionnel qui lui vend son shit, qui lui fait planer, quoi, c'est tout. Mais dire que le produit donc, du cannabis sans THC ne sera pas vendu, c'est faux, puisqu'en France, on a expérimenté les coffee shops. Donc les coffee shops, aujourd'hui, se développent de plus en plus, et on voit que c'est plus un phénomène qui n'est que parisien. C'est un phénomène qui rejoint la Provence, et on voit de plus en plus, justement, des produits avec moins de 0,2% de THC, alors que, je rappelle, sur le marché, c'est en général supérieur à 10%. Moins de 0,2%, donc peu de psychoactifs, justement. On voit que les gens, les consommateurs, ils sont là, ils sont présents, ils répondent à l'appel. Pour eux, c'est pas nocif,
Par contre, par rapport au bien que ça leur procure, je le rappelle, il y a plus de 60 000 personnes qui meurent tous les ans à cause de la sclérose en plaques. Je suis bien d'accord, mais le cannabis les empêchera pas de mourir, il les fera peut-être juste moins souffrir en fait. Il n'y a pas de médicaments dans le cannabis, c'est un antidouleur, c'est pas un remède miracle en fait. Le principe du médicament, si vous dites que c'est de soigner, vous avez rien compris du coup, monsieur. Parce que justement, ce qu'on voit en passé, ce qu'on voit dans les études de médecine, c'est que les médecins ne sont pas là pour soigner, ils sont là simplement pour vérifier, donc voir quelles sont les douleurs, quels sont les symptômes, et faire en sorte justement de les alléger. Parce que ce qu'on apprend aux médecins, c'est pas justement à soigner, c'est simplement essayer de les faire vivre un petit peu mieux justement. Donc là, ça rejoint totalement la politique du cannabis. Est-ce qu'on peut terminer sur la répression ? Ah ouais, tiens, ouais. Voilà, on va conclure sur la répression. Donc, qui veut commencer là-dessus ? Par exemple, si on légalisait le cannabis, quelles seraient les solutions de répression à fournir pour que ce soit efficace ? Moi, je pense que si on légalise le cannabis, on pourrait simplement adopter ce que les membres du G7, comme le Canada, pratiquent déjà. À partir du moment où c'est dans les transports publics, à partir du moment où c'est sur les voies publiques, à partir du moment où il y a le public, donc les autres qui sont impliqués, c'est interdit quand même. Par contre, dès que c'est dans le privé, ça vous regarde. De la même manière que dans le privé, il y a des gens en France qui ont 14 ans et qui vont boire du vin ou de l'alcool. Il y a des choses qui sont interdites et qui sont faites quand même, et ça on le sait très bien. Pourquoi continuer à interdire violemment quelque chose alors qu'on pourrait l'encadrer et s'en servir comme les jeux, s'en servir comme l'alcool, s'en servir comme le tabac, pour justement sensibiliser, parce qu'on ne sensibilise pas juste contre le cannabis, mais contre toutes les autres substances, justement, qui sont, elles, beaucoup plus dangereuses, pour que justement la jeunesse, qui aujourd'hui, on le sait, est de plus en plus précoce, peuvent faire face à ça. En fait, légaliser le cannabis, ça desservirait au contraire à la jeunesse. On ferait face en fait à une difficulté extrême de protéger les mineurs, parce qu'en fait, il suffirait aux mineurs d'avoir un ami ou un parent majeur qui consomme du cannabis, d'en acheter pour eux en fait. Enfin, on a très bien vu, je pense que tu en as été témoin aussi, des mineurs au collège qui demandent à un de leurs potes majeurs d'aller acheter un paquet de cigarettes ou une bière au supermarché du coin. La dépénalisation du cannabis, en fait, ça va ouvrir en fait les portes à des matières plus graves en fait, parce que si on dépénalise le cannabis, les consommateurs qui vont vouloir se tourner vers des drogues plus dures, etc., finalement vont aussi demander à dépénaliser, je sais pas moi, comme aux États-Unis, les médicaments à base d'opiacés, et on risque d'avoir les mêmes problèmes que là-bas en fait. Pour moi, dépénaliser le cannabis et légaliser le cannabis, c'est pas la solution. La solution, ce serait d'entraîner une plus grande pédagogie dès l'école primaire, par exemple, d'instruire les enfants sur les dangers du cannabis, sur les dangers des drogues en général, et comme on l'a fait avec le tabac, instruire les mineurs et les jeunes enfants pour qu'ils s'éloignent de ce milieu dangereux, en fait, simplement. Ok. Alors maintenant, là, pour finir un peu ce débat, parce que malheureusement, nous sommes limités par le temps, je vous propose que fassiez chacun une petite conclusion d'1 minute, résumons vos idées, et pourquoi pas faire une ouverture si possible. Niamtur, tu veux commencer ? Très bien. Du coup, pour résumer en 1 minute, je dirais simplement que le cannabis, de la même manière que toutes les autres substances de votre vie, vous n'êtes pas forcé de vous en servir. D'ailleurs, légalement, actuellement, vous n'êtes totalement interdit de vous en servir, mais dans l'optique justement où c'était légal, vous n'êtes pas obligé. Et l'avantage simplement de légaliser, c'est que vous serez au moins 1, prévenu, 2, dans un cadre qui vous permettra de le faire de la meilleure manière qui soit, et 3, on voit par rapport à nos pays voisins que ça se passe beaucoup mieux, et j'espère qu'un jour, la France ira beaucoup mieux aussi. Alors simplement pour mettre une conclusion au contre, le cannabis reste dangereux. Son interdiction reste une manœuvre de santé publique. Après, évidemment, on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, la répression et l'interdiction du cannabis ne suffit pas. Il faudra apporter de nouvelles mesures, notamment plus de pédagogie dans les écoles, collèges et lycées. Trouver une manière de donner au laboratoire la possibilité d'extraire le THC du cannabis, le CBD du cannabis, pardon, pour en faire des médicaments, pour ramener dans le droit chemin en fait, les consommateurs de cannabis de manière thérapeutique. Et la légalisation du cannabis aujourd'hui ne résoudrait rien. Il faut, plutôt que de tout jeter en fait, de la loi actuelle, essayer de l'améliorer, essayer de lui apporter en fait, des outils supérieurs pour réduire la consommation de cannabis et les consommateurs de cannabis en France.
Ok, merci beaucoup. On arrive à la fin de ce débat. Alors merci beaucoup d'avoir participé activement à ce débat, c'était très intéressant. Vous avez quand même sélectionné un sujet qui était très difficile à cerner et surtout très difficile à argumenter, puisque autant les arguments de l'un que de l'autre étaient très, très pertinents dans le sujet. Et je pense que c'est un sujet aussi qui a dû beaucoup intéresser nos auditeurs, parce qu'il est très actuel et il touche beaucoup la jeunesse. Donc merci à vous deux. Merci à vous de nous avoir accueillis. Alors je rappelle que toutes les émissions sont disponibles en podcast sur le Drive de Common Air. Vous pouvez les réécouter mais aussi les télécharger. N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux sociaux @CommonAir2019 pour ne rien manquer de nos dernières émissions. Et vous pouvez également suivre la page Facebook ou Instagram de Révolte-toi Lille et de la Fédération francophone de débat du Nord. Louis, on se dit à jeudi prochain. C'est ça. Abonnez-vous.